J'étais intéressé par des films. J'ai un peu réfléchi à ce que j'avais vu comme premier film. Je crois que c'était La Guerre du Feu. Et puis après, il y a eu d'autres films qui m'ont marqué, qui sortaient à mon époque. Le Cercle des Poètes Disparus, des films un peu indépendants, mais quand même grand public. Et puis, petit à petit, je me suis plus intéressé à ce cinéma-là, indépendant, pendant que d'autres amis adoraient les films-séries avec Schwarzenegger, Rocky, Stallone et d'autres. Et puis, peut-être qu'enfant, on n'ose pas, enfin en tout cas moi, je n'osais pas me dire, voilà, je vais faire du cinéma, j'ai ce rêve-là de passion et je vais un jour... Enfin, je ne me voyais pas à Hollywood ou à Cannes comme ça, enfant en tout cas. Et puis, en fait, j'avais un autre intérêt, c'était pour la télévision. C'était dans les années, fin des années 80, début 90. Je regardais beaucoup, j'étais très intéressé par c'était les années Canal+, les débuts, etc. Et puis j'étais très intéressé par comment ça se fabriquait. Il y avait plein de nouvelles choses qui existaient. J'allais même à Paris assister à des enregistrements d'émissions comme ça. Voilà. Et puis j'avais envie d'en savoir un peu plus. Que dire, petit à petit, j'ai terminé mes études secondaires et puis c'était un peu l'idée qui me restait de faire de la télé ou du cinéma sans en savoir plus. Et puis, donc j'ai grandi à Liège. Et à 18 ans, j'étais à Bruxelles. Ma maman m'avait trouvé une 7e année à l'Athénée d'Oderghem où on apprenait le cinéma et le théâtre. Et c'était un prof de l'INSES qui était là, de cinéma, et puis une prof de théâtre aussi de l'INSES. Et c'est cette année-là que tout s'est déclenché. Comme ça, c'était des cours un peu pratiques, où on apprenait les bases de la technique. Et puis j'ai passé toute mon année à suivre des séminaires à la Cinémathèque, à découvrir tous les films. Et puis la passion est venue petit à petit comme ça. Et après, j'ai tenté les examens d'entrée de l'INSES et de l'IAD. Et puis j'ai été pris aux deux en montage. Et puis j'ai choisi l'INSES. Voilà comment c'est venu. Et pourquoi le montage en fait? Alors ça, c'est toujours au cours de cette première année où on commençait à toucher un peu à tous les métiers, comme ça, avec du matériel léger. Et j'aimais bien cette place de... Moi, j'avais envie d'apprendre d'abord une pratique, plutôt que d'arriver par peut-être un point de vue plus théorique ou plus... Et donc, ça peut-être toujours impressionné un peu par cet art, quoi. Je pense que ça m'impressionnait toujours, cette idée de faire du cinéma, comme ça, c'était quelque chose de grand. Et donc, j'avais envie peut-être de maîtriser quelque chose d'un peu plus concret au début. Et vers la fin de l'année, comme ça, je me suis dit, voilà, je vais essayer le montage. Et j'aimais bien ce rôle d'accompagnant et cette pratique qui mêle à la fois la technique et puis l'écriture. Comment vous la décririez justement cette pratique? On a parlé de technique, d'écriture, d'accompagnant. Comment est-ce que vous décririez le montage, le travail du monteur ou de la monteuse, à la fois d'un point de vue très technique et puis aussi peut-être d'un point de vue plus émotionnel ou par rapport aux relations aussi qu'on entretient avec les cinéastes? Mais j'ai l'impression que c'est Je relisais un texte sur l'intuition au montage pour m'inspirer un petit peu de cette question. Et c'était une belle idée qui disait, il faut que je me rappelle que je vous restitue ça avec mes mots, c'était l'endroit où l'inconscient relie nos schémas mentaux et notre environnement direct. C'est-à-dire,
pour le montage, ce serait donc chez Memento, c'est ce qu'on a appris à l'école, et puis notre éducation, pourquoi pas, et puis tout ce qu'on reçoit, et l'environnement, ce serait la matière du film, donc les images qu'on reçoit, qu'on découvre. Le monteur, c'est un peu le premier spectateur de la matière qui arrive, qui a été tournée. Et donc on a une première sensation par rapport à cette matière, à la première étape du film, qui s'appelle le dérochage. Donc on découvre vraiment la matière dans la longueur. Et ces intuitions qu'on a au début, il faut les garder jusqu'au bout, en fait, parce qu'elles sont très importantes. Alors c'est une étape, le dérochage, qui est longue, qui est fastidieuse, mais où on a nos premières intuitions comme ça. Et c'est ça qu'il faut garder, je pense. C'est ça que je dirais pour... Alors après, il y a plein d'autres aspects au montage. C'est un rapport au temps, au rythme, à l'organisation, à la narration d'un film. Et une deuxième écriture, je dirais, du film. Vous dites justement d'être le premier public du film, donc vous êtes aussi une première altérité pour le film, c'est-à-dire que sur le plateau, ça se fait ensemble, et puis au montage, a priori, même si vous êtes intervenu déjà avant, vous êtes le premier regard extérieur. Est-ce qu'il y a aussi ça qui joue, c'est-à-dire le fait d'être en binôme, mais plutôt en face qu'à côté? Je ne sais pas comment présenter les choses, mais... Oui, on est à côté. Comment se noue cette relation justement avec le ou la cinéaste que vous accompagnez, et est-ce que vous êtes intervenu en amont du premier dérochage? Enfin voilà, quand est-ce que vous arrivez sur le projet et sur quelle base se crée cette relation avant que le travail ne commence avec les mains dedans? Mais moi j'arrive rarement avant l'étape du montage. Enfin, bien sûr il y a une rencontre, etc. En documentaire, il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a un dossier avec les intentions, avec une note de réalisation qui raconte ce que sera le film, et puis éventuellement un traitement. Moi, j'aime bien découvrir, en fait, d'arriver un peu vierge sur le projet, de ne pas connaître trop et d'être le premier à recevoir les intentions du réalisateur. À ressentir ce qui fonctionne pour moi ou pas. Bon, après, ça c'est le. Après, évidemment, il y a pas que les intuitions, il y a aussi la réflexion. Mais oui, voilà. Est-ce que on peut parler de ce film en particulier, où vous dites que vous arrivez pour le dérochage, vous avez plein de matières que vous allez regarder et puis vous fier à vos premières intuitions. Comment ça se passe pour ce film-ci? Est-ce qu'il y a déjà la matière justement, ou est-ce qu'il y a des idées, des envies, des associations d'idées à réunir, de la matière à aller chercher? Comment ça se passe pour un film où on monte des archives comme ça? Alors, ce film-ci, c'est très très particulier. Parce que est-ce qu'on peut le qualifier de documentaire ou pas? Bon, c'est pas... J'en sais rien, et puis peu importe finalement. Donc oui, c'est un film à partir d'archives, et c'est surtout un film qui sort de la psyché de Claudio. Donc, il y a des mouchards dans la salle, donc je dois dire du bien de Claudio, je peux pas, et ça me dérange pas du tout. On a commencé à... D'abord, Claudio a commencé à travailler avec des notes qu'il avait prises pendant toute sa période de cinéphilie et de fréquentation à la Cinémathèque. Il prenait des notes, comme ça il est reparti de ça. Et puis il avait une liste de films avec lesquels il voulait travailler, avec déjà des extraits à proposer. Et puis en parallèle, il écrivait des morceaux de texte. Et puis il était prévu les petits tournages, des photos de lui et de Marie-Françoise Plissard, je pense, qui sont les photos de la Cinémathèque. Et puis on a regardé ensemble les extraits de films. Il y avait tout un travail technique de digitalisation, de recherche de droit aussi. Donc grâce à la Cinémathèque, ça s'était un peu simplifié, mais il fallait quand même savoir si les ayants droit nous permettaient d'utiliser des extraits de films. Et donc le travail en particulier, en fait Claudio, il explique pas grand-chose. Il a des idées de plans, déjà d'extraits,
un début de voix off. Parfois, pour ce film-ci, en tout cas, déjà une musique qui donne un ton, mais qui peut peut-être changer plus tard, mais une première idée de ça. Et puis, la voix guide, quand même. Et puis, débrouille-toi, et puis montre-moi quelque chose, commence à te faire réagir, et puis essaye, quoi. C'est un cinéaste qui m'a donné de la confiance tout de suite, alors que c'était pas pour ce film-ci, mais pour le premier film sur lequel on a travaillé ensemble, je sortais quasiment de l'école, j'étais assistant, il m'a tout de suite fait confiance, comme si j'étais un monteur expérimenté. En tout cas, j'ai senti ça très fort de sa part, et c'est assez essentiel dans ce travail. Et donc voilà, j'essaye d'assembler ce qu'il me donne. Lui, il n'est pas là à ce moment-là. Et puis, il redécouvre une proposition. Il redécouvre un peu son idée, telle que je l'ai comprise ou sentie, intuitivement. Et puis, on avance, on corrige petit à petit. Il se dit, là, c'est ma voix qui ne va pas, je vais améliorer ça. Là, c'est cette longueur-là qui ne convient pas, on la change. Et puis, on travaille comme ça petit à petit, par unité de séquence, quoi. Ça commence comme ça. Justement, sur la longueur, dans le film, il y a des extraits qui sont là dans la longueur, il y a des extraits dont on entend le son, d'autres où on n'entend pas le son. Comment est-ce que ça, vous travaillez là-dessus au niveau du rythme? Est-ce que j'imagine qu'il y a des indications, bien sûr, hein, dans ce que vous donne le cinéaste, mais comment est-ce que vous travaillez spécifiquement le rythme pour ce genre de film? Il y a des extraits très brefs et d'autres où on est plus le temps de les regarder. Oui, c'est très organique tout ça. À un moment, il y a cette séquence où il y a une archive où les pellicules se débobinent comme ça très très rapidement, et c'est une image qui nous fascinait, donc on a décidé de donner de la longueur. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a juste de la musique et il n'y a rien d'autre, et puis voilà, on a besoin d'un temps pour découvrir, pour vivre ces plans-là en entier. Donc là, on se dit que c'est intéressant de laisser vivre. Et puis il y a d'autres extraits de films, par exemple les plus expérimentaux, où ça va très très vite, et on a aussi envie de les donner tels quels. Et puis il y a d'autres séquences où il y a une voix plus construite, où là c'est plus des petits bouts de chats, par exemple, de différents films qui sont assemblés, et même de Rush à lui, qui fabrique souvent pendant le montage aussi, dans son bureau. Et puis des photos, enfin tous les supports qui existent, et puis on essaie des choses plus construites et avec plusieurs supports. Il y a un équilibre assez délicat entre les extraits qui racontent et les extraits qui accompagnent le récit de la voix off, par exemple. Il y a vraiment des registres, des registres d'extraits assez différents. La façon dont vous les utilisez dans le film, en tout cas, ils n'ont pas tous la même fonction finalement. Non. Que dire oui. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà écrit dans les intentions? Enfin, il avait une vision déjà très claire en fait de la durée, peut-être pas la durée technique, mais en tout cas des extraits qu'il avait envie de voir se déployer, et ceux qui étaient oui, c'était très écrit en amont, support, et oui, tous les extraits étaient choisis, même parfois les plans très précisément. Oui, il arrivait avec une proposition assez claire, sinon ce serait assez vertigineux et assez chronophage. Et bon, il faut savoir qu'on avait assez peu de temps de montage finalement. Je pense qu'on avait 8 ou 9 semaines, ce qui est assez court. Et donc oui, ça c'était un peu l'exercice, c'était d'arriver avec quelque chose avec des propositions assez claires, quoi. Ouais. Pour ce film-là. Voir tous les films de l'histoire du cinéma, ce sera un peu vertigineux, mais quand vous travaillez en documentaire, justement, j'imagine qu'il y a souvent beaucoup de rush. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de revenir sur cette première étape du dérushage. Est-ce que c'est souvent des matières très longues? Comment est-ce que vous vous organisez là-dedans, et à quoi ça ressemble cette première étape? Alors, en documentaire, tout est possible, suivant le support de tournage, si c'est de la pellicule, si c'est du digital. Il y a un rapport de la matière tournée à la matière montée et utile, de 3 à 1 jusqu'à, je ne sais pas, 20 à 1, 20 fois la matière. Des fois, il y a des centaines d'heures de rush. Ça dépend vraiment du cinéaste. Et c'est tout l'intérêt du dérushage, donc c'est de garder ces intuitions-là tout au long de cette étape-là, surtout quand la matière est très importante.
Et donc on fait des choix comme ça au fur et à mesure, dès la première vision, pour ne pas se noyer non plus là-dedans. Parfois, le réalisateur ou la réalisatrice fait un premier travail. Ça dépend aussi un peu du temps qu'on a, de la fraîcheur qu'on veut laisser au monteur aussi. C'est vraiment une étape très particulière. Et comment se passe la suite? Alors, une fois que cette première acclimatation avec la matière est faite et qu'il y a déjà des premières idées ou des choses que vous avez envie de suivre, comment ça se passe après? Est-ce que là, ça commence à être un travail direct avec le ou la cinéaste, peut-être plus collectif? Comment ça se passe, la suite du travail? Alors là aussi, il y a autant d'histoires que de films et que de relations. Beaucoup de cinéastes adorent être là tout le temps et participer à toutes les décisions, parfois même faire des propositions de montage de leur côté, et d'autres sont rarement là et viennent juste pour redécouvrir les propositions. C'est quelque chose que Claudio m'a appris d'ailleurs depuis nos premières collaborations, et que moi j'essaye d'instaurer, mais c'est pas toujours possible, et puis ça correspond pas toujours aux réalisatrices et aux réalisateurs, mais c'est de ne pas être là tout le temps, justement, de se donner le choix d'avoir chacun un recul sur le film et de retrouver ses intuitions, chacun à notre tour, et de profiter de ça. Et parfois il arrive, quand on est tous les deux dans la salle de montage pendant une longue période et qu'on ne se lâche plus, il arrive qu'on se perde, et puis ça fait partie du processus aussi, mais je trouve que c'est quelque chose que Claudio m'a appris, en tout cas, de laisser faire aussi le monteur et lui laisser le temps de faire des propositions. Après, pour la suite du travail, il y a souvent plusieurs strates narratives dans un film, donc on commence peut-être par les plus fondamentales, les plus fondatrices du film. Elles ne sont pas toujours claires au début, donc on les trouve pendant le travail aussi, et on essaie de construire par unité de séquence déjà, de trouver qu'est-ce qui fera séquence, qu'est-ce qui fera jonction, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une seconde trame narrative ou d'une troisième, et qui sera plutôt de l'ordre du motif et qui reviendra régulièrement dans le film. Enfin voilà, tout ça se travaille. On trouve la méthode au fur et à mesure aussi. Parfois on n'a pas une méthode à appliquer d'emblée. On écoute ce que raconte la matière et les envies du réalisateur ou de la réalisatrice, et puis on fait en fonction. On s'adapte, on écoute beaucoup. Et puis les propositions viennent, je dirais, dans un second temps. On n'a pas moi, en tout cas, j'ai pas de propositions d'emblée comme ça, ou d'avis. Enfin, les intuitions qui viennent au début sont pas forcément formulables tout de suite. En fait, parfois il y a des choses qui reviennent en fin de travail, qu'on avait senti, et puis qu'on n'arrive pas toujours à exprimer, et puis ça revient toujours à la fin. Ces choses-là, c'est assez étonnant, mais Vous parliez du montage comme d'un travail d'écriture, un autre travail d'écriture. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu là? Vous venez de parler pas mal de structure, avec ce qui va faire séquence, ce qui va faire jonction, etc. Comment vous décririez la part d'écriture du montage? on ne repart pas de zéro, mais c'est une vraie réécriture. C'est-à-dire que toute l'écriture en amont du tournage, en documentaire en tout cas, après, encore une fois, c'est très très large, il y a plein de méthodes et plein d'approches, mais il y a l'écriture en amont, donc du tournage, il y a les intentions du réalisateur, et puis il y a la réalité qui se glisse d'une manière ou d'une autre, évidemment, qui influence, et puis il y a des choses qui ne sont pas là au tournage, qui ne sont pas arrivées, ou qui sont arrivées autrement. Il faut arriver à les détecter, et puis il y a des envies très fortes du réalisateur ou de la réalisatrice auquel il ou elle tient, et parfois des fantasmes sur une matière, et nous on n'y croit pas trop, on se dit tiens, c'est pas tout à fait là, alors comment on peut la raconter autrement, ou est-ce qu'elle est là mais ailleurs, ou est-ce qu'on doit en faire le deuil tout simplement, ça se passe souvent dans des petites choses du réel qui deviennent métaphoriques ou symboliques quand on raconte le film, et donc il faut essayer de retrouver ça
petit à petit de le construire autrement, et parfois justement de demander au réalisateur ou réalisatrice de s'absenter et puis de proposer et puis qu'ils redécouvrent. Ça, on a le sentiment que c'est aussi un moment où, où la cinéaste doit se détacher de sa matière aussi, quoi. Où vous êtes là aussi pour créer une distance finalement oui, entre je pense que cinéaste c'est et sa matière. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a peut-être qu'il y a des gens qui veulent poser des questions ou intervenir dans la salle, qui ont des commentaires ou qui ont envie de partager? Oui, alors il y a un micro qui va venir vers vous. Bonjour ou bonsoir. Oui. En fait, je me pose une question par rapport à ce film-ci. Est-ce que vous avez mis des mots directement sur ce que Claudio voulait raconter? Parce qu'ici, en fait, il parle beaucoup du rapport de l'homme à la femme, du désir, de l'amour. Et en fait, a priori, c'est pas ça le titre du film, c'est pas ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été mis sur la table dès le début? Non. Non, c'est pas comme ça que Claudio travaille. Il explique pas, comme je disais au début. Il vient vraiment avec des propositions d'assemblage, de la matière un peu brute comme ça. Enfin, et là, en plus, oui, avec plein de sources différentes. Non, il n'y a pas d'explication, de thème, même pas de sujet. Et des fois, j'étais même perdu. C'était un peu angoissant, et puis je m'y suis fait. Et donc j'essayais, je traficotais dans la salle de montage. J'avais la chance qu'il me laisse un peu de temps. Et puis je comprenais plus tard ce qui se passait. Et puis un moment dans le travail, ça tient pas, ça résiste, une longueur résiste, on ne sait pas trop pourquoi. Il réécrit une voix, il modifie, il change un mot, on réessaye, on met une autre musique. Et puis à un moment, ça tient. Miracle. Et puis pareil, à l'échelle du film, on assemble tout ce qu'on a travaillé séparément, et puis on retravaille les jonctions, parfois l'ordre. Et puis à un moment, ça tient. On ne sait pas trop comment. Mais non, il y a rarement d'explications, d'intention. Bon, il y en a que j'ai deviné quand même, hein, mais que j'ai comprises, mais c'était assez particulier, oui, parfois de ne pas avoir les raisons profondes. Mais je pense que c'était, enfin, je suis sûr que c'est voulu de sa part, de voir ce qui se passe en fait. Est-ce que sur un projet comme celui-ci, vous avez l'impression de trouver le film au montage vraiment, enfin de le chercher au montage et de le trouver à ce moment-là Oui, oui, on le trouve qu'à la fin finalement. Après, on pourra encore monter des années sur des films comme ça, mais il y a un moment où ça se tient, et puis en le revoyant, je suis toujours convaincu que ça se tient comme ça. Alors oui, enfin, il y a ces histoires d'amour, etc., mais il n'y a pas que. Moi, je trouve le défi était dingue de raconter presque l'histoire du monde, et puis l'histoire du cinéma, et puis l'histoire de la cinémathèque qui est rénovée, et tout le rapport de Claudio lui-même à sa cinéphilie, à ses émotions. Ouais. Il y avait une question ici. Bonjour. Moi, je me demande comment, surtout dans un film documentaire qui est quand même fort un film de montage, quand on est en montage, enfin quand on est monteur ou monteuse, si on n'est pas d'accord, comment on doit se dire que c'est pas notre film, enfin, et que du coup on doit accepter la décision du réel, mais se dire que vu que c'est du montage, c'est un peu nous qui devons décider ou pas. Enfin, où est la limite entre les deux, quoi. Bon, alors, déjà, on n'a pas le même rôle sur le film. C'est le film qui naît du désir du cinéaste ou de la cinéaste. Donc, moi, je me considère comme l'accompagnant du cinéaste et l'aider à raconter ce dont lui, il a envie. Alors, pas d'accord dans quel sens? Parce que... Ah oui, alors ça par rapport à des choix de... Oui, on essaie de convaincre jusqu'au bout, on lâche pas. On essaie de proposer d'autres choses. Pour un film comme ça, c'était compliqué. Enfin, c'était pas compliqué, mais en fait, ça n'a pas arrivé de cette manière-là. Mais pour plein d'autres films, oui, il faut... Si on a la sensation que ça ne fonctionne pas et qu'une idée n'est pas là parce que ça ne s'est pas passé au tournage, parce que
le réalisateur imagine quelque chose qu'en fait il n'y a pas dans ces images ou qu'on n'arrive pas à construire avec ce qu'on a, eh ben on essaye de le convaincre ou d'amener cette idée ou ce désir autrement, avec autre chose. Ça arrive, oui, ça arrive toujours. Après, quand on commence à travailler avec quelqu'un, il y a forcément des affinités, et au fur et à mesure, des connivences, et on se connaît de mieux en mieux. Donc, on est d'accord au début. Mais c'est vrai que, précisément, dans des choix de montage, etc., on peut ne pas être d'accord et puis se convaincre ou pas. Mais c'est pas toujours le cas, mais très souvent, moi, je suis assez content de ce qui sort à la fin. Enfin, je m'y retrouve souvent. Ouais. J'ai de la chance. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre intervention? Moi, peut-être. Toujours sur le même sujet. En fait, on a déjà eu plusieurs masterclass avec des monteurs et monteuses. Et je dirais on a eu 3 ou 4. Et sur 4, 3 au moins, on dit on est là au service on accompagne. Et un monteur, lui, était plus dans l'idée qu'il avait un rôle artistique et qu'il était, c'est pas le co-signataire, presque, je dirais, son impact sur le film c'était en partie son film. C'est pas une question, c'est juste le faire réagir par rapport à ça. C'est lié peut-être à la part d'écriture, aussi à quelle est la part d'autorité dans le sens être auteur du monteur ou de la monteuse aussi dans le film. Oui, alors là aussi il y a plein d'exemples différents et plein de personnalités de monteuses aussi, je dirais. Il y a des films des premiers films par exemple, ou des cinéastes qui viennent peut-être d'autres disciplines, qui ont peut-être moins d'expérience par rapport à ce langage-là ou à ce format-là. Là, on peut aller peut-être plus loin dans les propositions d'écriture et apporter. Mais moi, je trouve que l'accompagnant amène une dimension artistique. Ce n'est pas du tout contradictoire. Il y a beaucoup de discussions qui se font. Après, le montage, c'est l'étape après tournage, donc on ne peut pas inventer un autre film. Mais oui, pour moi, c'est une collaboration complètement artistique. Et sur certains films, oui, on peut écrire le film nous-mêmes. Et oui. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, par exemple, je suis pas contre que les réalisateuristes reprennent parfois la main si on est dans une impasse, et que ça peut se faire, qu'ils fassent une proposition. Alors c'est jamais, c'est toujours intéressant parce que c'est une proposition qui est formellement plus bordélique comme ça, enfin peut-être moins propre entre guillemets. Enfin, c'est pas le bon mot, mais où tout à coup on sent l'envie. Enfin, on sent ce qu'il a voulu raconter. Et donc ça redonne de l'air, quoi. Enfin, une inspiration comme ça. Donc moi, je n'empêche pas ça non plus, et puis et le contraire, évidemment. Il y a des réalisateuristes qui ne touchent pas du tout la machine, qui n'ont pas envie, et puis d'autres qui ont envie de toucher. Et je comprends cette envie de mettre les mains dedans et de manipuler la matière, quoi. Ça peut être très, très enrichissant aussi. Et dans la personnalité des monteurs, effectivement, ouais, moi je suis plutôt au service, je sais pas, mais ouais, je crois que je préfère quand il y a une écriture préalable et de réagir peut-être à quelque chose, de pas être tout de suite, en tout cas, dans l'écriture pure du film. Pour le ça, dire c'est une histoire de autrement, personnalité aussi. Pour le dire autrement, dans beaucoup des métiers qu'on accueille ici, dont on parle ici à Masterclass, il y a beaucoup de gens qui sont au service d'une vision, au service d'un film. C'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans les métiers dits techniques. Et donc, c'est là où, et notamment en montage, les monteurs et monteuses qu'on a accueillis avaient je dirais, cette position-là. Il y en avait un qui avait une autre manière de voir les choses, mais voilà, c'était juste...
l'on remarque. Après, ça en revient à la question du film d'auteur de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait les monteurs, les chefs opérateurs, les musiciens qui étaient auteurs du film aussi. Donc voilà, c'est aussi une question assez vieille, comme le cinéma, quoi, en fait, finalement. Qui est l'auteur du film, quoi. Il y a des questions là-bas, on va vous amener le micro. Si vous voulez bien patienter un tout petit peu. Oui, en fait, je voulais rebondir aussi sur ce qu'on vient de dire. En fait, je pense aussi que les visions extérieures sont extrêmement importantes quand justement il y a quelque chose qui bloque dans la relation ou il y a quelque chose qui bloque dans le film, qu'on est perdu. Enfin, ça rafraîchit aussi d'avoir des gens. Je ne sais pas si toi tu fais beaucoup de visions, mais je pense que c'est absolument nécessaire dans le processus de montage. Ça, c'est la première remarque. Et comme j'ai le micro, j'en profite. Je voulais savoir, vu que actuellement, on filme de plus en plus, parce qu'on filme en digital, beaucoup, est-ce qu'il y a toujours la possibilité d'explorer autant qu'avant et voilà, et s'il n'y a pas... voilà. Enfin, voilà. C'est juste ça. Merci. Oui, sur la question des visions, oui, c'est primordial, effectivement. Il faut bien choisir ses visionneurs. Moi, j'en fais pas beaucoup. Claudio est un de mes visionneurs préférés. Yvan aussi. Hein. Il y a longtemps que tu n'es plus venu. Oui, c'est... En fait, il faut savoir à quelle étape on veut montrer. C'est quand, effectivement, il y a un blocage, parce que si on a les réponses nous-mêmes, autant avancer un peu plus. Et en même temps, il ne faut pas aller trop loin non plus pour ne pas trop enfermer dans le film. Oui, c'est primordial, la vision. Et le choix des visionneurs. Et c'est pas toujours les mêmes en fonction de l'étape ou des questions qu'on a. Et l'autre question, c'est par rapport à la quantité de rush. Oui, ça a complètement changé. Il y a longtemps déjà, mais avec l'arrivée du digital et de la vidéo légère, oui, c'est un tout autre rapport à la matière. Et l'écriture est chamboulée suite à ça, parce que ça amenait plein de bonnes choses et une grande liberté de forme et d'expression. Et en même temps, on se perd là-dedans. On réfléchit moins en amont. Et alors, ça dépend de ce qu'on veut raconter. Des fois, c'est très bien de laisser tourner une caméra parce qu'il se passe des choses. Et puis parfois, on ne sait plus trop pourquoi elle tourne, quoi. Donc, oui, je pense qu'il faut toujours avoir une envie claire. Et si on laisse la caméra tourner, savoir pourquoi on la laisse tourner. Bon. Pour un monteur, pour moi en tout cas, les visions de rush où il y a beaucoup d'heures, c'est épuisant, quoi, parce qu'on justement on perd ses premières intuitions et voilà. Mais bon. Après il y a peut-être moi c'est pour ça que je demande aux réalisateuristes de faire un premier travail en général, parce qu'il y a autant on ne sait peut-être pas tout de suite ce qui est utile et important, autant ce qui ne l'est pas. Je pense que ça peut être clair assez vite, quoi. Ça, après, c'est quelque chose qui semble assez caractéristique du travail documentaire. Plutôt, où effectivement, il n'y a pas de scénario. J'imagine qu'on peut vite avoir des heures de rush et parfois à côté du sujet. Voilà. J'imagine que c'est plutôt lié, du coup, à l'écriture documentaire, quoi. Oui. Après... les gens savent un peu ce qu'ils font quand même. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'étapes avant, notamment le financement, où on est un peu tenu à écrire quelque chose de solide. Mais d'ailleurs, c'est très compliqué pour dire deux mots là-dessus, parce qu'il y a l'écriture du film, le désir du film, etc. Qu'est-ce qu'on met en place? Et puis les écritures de dossiers pour avoir des subsides. Et ça, c'est deux choses en parallèle et qui sont pas toujours, qui vont pas toujours à la même vitesse et qui sont parfois compliquées à gérer de front, parce qu'on écrit quelque chose, on le formule d'une certaine manière, et puis on se rend compte que le film est déjà un peu ailleurs, et il faut quand même continuer à défendre un dossier. Et c'est compliqué d'écrire de manière ouverte, je trouve, en documentaire, en tout cas. Est-ce
qu'il y a encore une intervention, une question? Moi, je voudrais vous interroger sur le documentaire, justement. Donc, vous avez travaillé essentiellement dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le documentaire? Et c'est assez spécifique en termes de montage, j'imagine. Donc, pourquoi est-ce que votre goût est allé vers cette forme-là de cinéma? Je pense que j'ai découvert le documentaire à l'INSAS. Le cursus commence par un long séminaire en tout début d'année où on nous montre toute l'école documentaire belge de Storck, Paul Meyer et tous les autres. Et moi qui arrivais comme ça de ma province très jeune dans cette école, j'avais eu cette année de découverte du cinéma où je m'étais vraiment plongé dans plein de films, mais plutôt de fiction. Et puis tout à coup, il y a un autre monde comme ça, complètement inconnu, avec un enseignement assez pointu comme ça, avec des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Et on se prend ça un peu... c'est assez impressionnant et passionnant. Et tout l'enseignement de l'INSA, c'est un peu... Il y a de la fiction aussi, bien sûr, mais c'est quand même une école du réel, comme ça. Et j'ai pris goût petit à petit. Et puis, au début de mon travail, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait de l'assistanat en fiction, en téléfilm. Je faisais même du corporate en montage pour gagner un peu d'argent. Un peu de télé. Et puis en parallèle, j'ai participé donc à un atelier qui s'appelle l'atelier Jeune Cinéaste, où là c'était le tout début de la vidéo légère et ça a amené une liberté de ton et de film avec l'arrivée du digital donc l'atelier Jeune Cinéaste a commencé à acheter du matériel amateur presque pour tourner, pour prendre du son, pour monter. Et pour construire des films complètement, c'était très nouveau à cette époque-là. Et donc il y a toute une série, il y a 20 films qui se faisaient par an, enfin, c'est énorme, hein, dans une grande liberté et beaucoup d'expérimentation formelle, et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai participé à cette aventure pendant 4 ans, à accompagner de nouveau toujours ce rôle des cinéastes qui faisaient leur premier pas ou d'autres disciplines. C'était très enrichissant et c'est là que j'ai rencontré Goms Chabazian, avec qui j'ai fondé ma maison de production. Et c'est là aussi que j'ai appris à écrire des dossiers de production, à faire de la production, qui est mon deuxième métier. Oui, je vais un peu vite, mais et c'est là que j'ai continué à fabriquer des documentaires. C'est ça qui m'intéressait, c'est de fabriquer. D'accompagner et de fabriquer. Il y a une autre séance qui va suivre dans cette salle. On va devoir laisser la place aux autres publics, mais j'ai une toute dernière question pour vous, rapide. Est-ce qu'on vous a donné déjà un conseil dans ce métier qui vous a vraiment servi ou qui vous a marqué, ou est-ce que vous auriez envie de donner un conseil à des jeunes gens qui ont envie de se lancer? C'est un peu, je reviens un peu à ce conseil à cette manière de travailler qu'a Claudio. De faire confiance, mais aussi de lâcher son film par intermittence, comme c'est de le redécouvrir. C'est vraiment quelque chose qui m'a apporté pendant les 4 films qu'on a montés ensemble, et je conseille vraiment ça, de demander fortement aux réalisateuristes de s'éloigner et de revenir. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour cette discussion. C'était passionnant. La prochaine masterclass devrait avoir lieu le jeudi 29 mai. On n'a pas encore complètement finalisé le programme, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous pour les prochains rendez-vous avec les artistes du cinéma belge. Merci beaucoup. Oui, merci.